essence, je crois. Et si j'ai bien retenu, est-ce que vous avez également cherché, fait la même recherche pour le mot âme lui-même? Oui, je l'ai fait, oui. Oui, parce que je voulais m'assurer que l'âme aussi apparaissait quelque part. Et oui, justement, elle apparaît à 2 reprises dans les 2 lettres. Dans 2 lettres. 2 lettres différentes, dans 2 chapitres différents, mais c'est toujours des lettres. Une fois, une citation reprise de Flaubert. Et une fois, donc c'est l'histoire du meurtre de l'enfant et cette recherche d'Elisabeth. Et puis une fois, le mec qui va vers l'anthropologue qui va dans la vérité. Voilà, et là, il écrit une lettre où il emploie le mot âme. Donc, à 2 reprises. Il me semble que Bernard Manier, quand elle avait fait le mot, avait été surpris par le. Parce que c'est vrai que j'ai presque envie d'affirmer que c'est pas un mot périchien, en quelque sorte. Hein, comme, enfin, je parle sous le contrôle de d'autres personnes. Donc, c'est. Je ne sais pas si on peut y accorder autant de symboles. Je crois que le travail que tu as montré là-dessus me paraissait intéressant parce qu'il y a justement cette recherche de traduction. Quelle est la sous-contrainte en quelque sorte qu'on a? Oui, on a une contrainte tellement forte que notre espace de manœuvre est très très restreint. Donc là, surtout que la perte, c'est pas dans une question, mais la perte que tu confesses, si j'ose dire, sur le qui n'y est pas, donc il n'y a pas la perte pour la disparition. Je ne suis pas certain que dans la vie, enfin là aussi, et je pense que le contrôle de tous les gens qui je ne suis pas certain. C'est un heureux hasard, j'ai quasiment envie de dire, hein, sur cette diagonale. Je ne sais pas si c'est peut-être affirmé un peu, aller vite un peu, je ne sais pas, Mathilde. Non, en même temps, moi, je pense que le lecteur, quel est le lecteur qui remarquera, qui va manquer le E au 180? C'est la question qu'on peut se poser même pour la disparition. Il y a des choses plus physiques que d'autres, et là je pense que c'est quand même pas une question. Surtout la disparition, il y a quand même beaucoup d'allusions. Et oui, voilà, réglé dans le livre, qui me paraissent beaucoup plus forte que là. Puis en plus, je veux déjà que le lecteur comprenne la disparition. Ça fait beaucoup de. C'est vrai, non, mais. Du coup, la perte n'est pas si importante que ça. C'est vrai, mais en même temps, moi, qui me suis informée, bien sûr. je vais être honnête et dire, voilà, pour moi, c'est une perte. Voilà. Mais pour le lecteur, pour le lecteur, c'est loin. En même temps, dans les noms que tu citais, pour je dirais, d'un point de vue théorique de la traduction, j'ai bien cru comprendre que tu avais parlé de Matthews. Parfois, ça arrive de dire quand même d'énormes conneries, par exemple, ça m'a échappé. Quand il dit que la disparition n'est pas, c'est intraduisible, qu'il ne faut pas la traduire, je pense qu'il aurait pu se dispenser de dire ça, par exemple. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de pertes. Par exemple, déjà, on croit, si on parle de la disparition, cette homophonie entre E et UX est perdue, forcément. Et c'est une perte importante. Oui, mais on est, enfin, on va toucher carrément au fond même de la traduction. On se l'interdit ou. Sinon, par définition, je ne sais pas, justement, des jeux homophoniques, tous ne sont pas possibles. Enfin, on en a parlé. Il faut que les pertes essayer de. Et de les compenser, voilà, je pense que tu l'as montré. Par exemple, nous détruire sur tout dernier, si tu peux y revenir, c'était plus, je ne me souviens plus sur le. Voilà, le jeu de mots basé sur l'homophonie, ça me paraît très intéressant parce que il me semble qu'il y a ce jeu chez Pérec, par exemple, avec les citations qu'il retravaille aussi, qu'il reprend, et que quelquefois il modifie. Qui te font aller au texte de source, si j'emploie le mot actuel, et donc relire en quelque sorte le mot source, le texte source, et donc faire ce va-et-vient pour le lecteur. Donc là, on y est complètement d'une certaine manière, cette dernière phrase de radio, je ne connais pas, mais j'imagine pour un lecteur croate, ça peut se faire. Mais généralement, je pense que le traducteur devrait s'emparer aussi de tous les procédés stratégiques de l'auteur, même si c'est donc voilà, si on parle de la compensation, bon, il faut profiter aussi de ce que l'auteur aurait éventuellement fait si jamais. Les traducteurs ne sont pas assez payés pour ça. Pour le travail que ça demande. Les traducteurs ne sont pas assez payés, il faut le dire. Oui, ça c'est sûr, mais. Oui. Pardon, oui. Pardon. Non, s'il te plaît, un peu de galanterie, s'il te plaît. Je crois qu'il dispense les. Les questions que je me donne surtout, c'est s'il y avait un corpus électronique de mots croates
tu as utilisé en cherchant les mots A, E, I, B, I, T. Comment tu as fait pour trouver Non, en fait, j'ai d'abord feuilleté le dictionnaire, tout simplement. Et puis, c'est vraiment l'exercice que j'ai fait, cette première traduction, qui en quelque sorte s'est avéré assez utile pour ce choix. Et je pense que le mot essence tombe bien en quelque sorte, même si l'œil, d'autres mots auraient pu également faire l'affaire. Voilà. Mais la différence les différentes traductions, voilà, comme elles recourent à des mots tout à fait différents, je me suis sentie quand même un peu libre de. C'est surtout la fouille qui m'intéresse, le procédé de fouille des chercheurs. Oui, non, je fais le dictionnaire tout simplement. Hein. Bravo. Je suis un peu à l'ancienne. Chapeau. Allez. Si vous lancez une hypothèse aventureuse, que je lance comme ça, à propos du mot âme, parce qu'en effet, non seulement Perec, mais tous les romanciers non chrétiens, ou non juifs, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire, ils ne mettent pas au centre de leur livre. Mais il y a un sens du mot âme qui est celui de l'âme du canon, qui est le centre du canon. Alors le problème, c'est que c'est vide. Mais alors justement, comme les Pérétiens soulignent toujours l'importance du vide, l'âme en question est au centre du livre, et en même temps, c'est le vide, bien que ce soit des lettres. C'est vraiment très aventureux, mais on peut aussi regarder. Parce qu'il n'y a pas seulement l'âme du canon, il y a aussi l'âme du bouteille, l'âme de je ne sais plus quoi encore, qui est le centre. Puisque ça dérive de l'animal qui fait agiter le reste. Et n'oublions pas que le point de vue taoïste, c'est le centre, c'est le vide central qui fait bouger tout le reste. Tu nous fais carrément du Schultz, mais avec. mais pas avec des nombres. Est-ce que je peux le prendre d'accord parce que... Oui, tu empiles simplement sur ton temps de parole, c'est tout. Parce qu'en ouvrant en quelque sorte le débat sur le mot âme qui est effectivement central, en fait, ce n'est pas du tout un détail inobservable par le lecteur, et étant donné que dans toute l'œuvre de Perec, on ne trouve pas le mot âme avec le sens banal que nous connaissons, c'est-à-dire seulement le mot sentimental qu'on utilise dans la poésie romantique, disons, ou dans d'autres choses. Il est évident qu'il faut chercher le sens, le noyau sémantique de ce mot ailleurs. Et alors, moi je suis allé par exemple comme ça à l'aventure, mais du côté des mots croisés, sachant bien que Perec était un spécialiste des mots croisés aussi, et je pensais que je pourrais peut-être trouver une définition ou, à l'occasion d'une définition, une indication pour aller plus loin dans le déchiffrement de ce mot. Alors, pour abréger, je suis tombé toujours sur canon, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que moi j'ai été plutôt sensible à un petit instrument avec lequel on mesure le diamètre du canon, le calibre du canon, et qui a la forme d'une étoile. Alors, est-ce que je fais du Schultz ou pas? Pour une fois, je ne serais pas du tout fâché de faire du Schultz, parce qu'effectivement, je trouve là une sorte de signature, une signature interne, centrale, en quelque sorte, qui est l'étoile, qui est liée au vide, également de Schultz, qui est effectivement ça. Et les autres traducteurs, ils n'ont pas vu, à mon avis. Enfin, je ne sais pas si je vois juste, mais bon, de mon point de vue, donc, eux non plus, ils n'ont pas vu juste. L'allemand Eugène Elmet, il a fait très bien, c'est un grand traducteur, mais quand même, il n'a pas vu. Mais c'est Perec qui a autorisé cette traduction. J'ai eu l'occasion de parler avec Eugène Elmet. Je lui ai posé toutes les questions que je pouvais lui poser. Et l'une des questions, c'était comment avez-vous travaillé avec Georges Perec, qu'ils étaient vivants et ainsi de suite. Alors, il était très libre. Il lui demandait, Georges, qu'est-ce que tu en penses? Ce sens pourrait aller. Mais c'est d'autre. Oui, pas question, tu fais comme tu veux. J'ai eu quelquefois l'occasion de parler avec Julien Bernet et je confirme complètement cette idée de relation d'amitié qui
qu'effectivement son texte soit traduit qu'il s'imaginait. Et je pense qu'il a exigé moins de contraintes de son traducteur que lui-même excuse-moi, vraiment d'empiéter un tout petit peu sur ton temps, mais sur la traduction, il se trouve que dans notre traduction de la disparition en espagnol, je m'étais permis de demander à Eugène Henley, justement, qui avait produit d'ailleurs dans le texte de la disparition, le texte en allemand, enfin plus exactement en patois sarrois, pardon, puisqu'il faut respecter, était effectivement un texte de Eugène Henley, que Pérec avait lui-même corrigé, parce que Henley s'était trompé, il avait laissé un E. Bon. Et donc, comme on avait traduit sans A, on a demandé, je me suis permis d'écrire à Henley, de lui demander de traduire son texte sans E, sans A, en allemand. Il nous l'a envoyé très très gentiment et tout. Et ça rejoint ce que disait Hélas Vanda il y a 10 secondes, c'est-à-dire qu'un correcteur, alors espagnol, mais faisant du zèle sur le texte allemand, a trouvé que c'était très mal écrit, et hélas restitué là. C'est une catastrophe. Donc les correcteurs, quelquefois. Ça touche à des questions politiques. Alors, si nous avons gagné un tout petit peu de temps, Mathieu, on va le